Dans un aéroport grouillant de vie, une voix stridente déchira l'air comme un coup de fouet. « Toi là-bas, tu n'as rien à faire ici !» Une hôtesse de l'air, Colette Bernard, pointait du doigt Amara Diallo, une jeune fille noire, avec un mépris si cinglant qu'il fit taire la foule autour d'eux. Les regards se tournèrent, les murmures s'éteignirent, et l'humiliation publique d'Amara commença, exposée sous les néons blafards de la porte 42. Si cette injustice vous révolte, donnez un pouce levé à cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous ne resterez pas silencieux face à l'oppression. L'aéroport était un chaos organisé, un balai incessant de voyageurs traînant des valises, d'annonces crachotantes dans les haut-parleurs et de l'odeur âcre du café bon marché flottant depuis un kiosque voisin. Au milieu de cette agitation, Amara Diallo, 17 ans, se tenait discrètement près de la zone d'embarquement, son sac à dos usé serré contre sa poitrine. Ses vêtements simples, un sweat à capuche gris délavé, un jean noir et des baskets fatiguées, trahissaient son statut de boursière. Une jeune fille partie de rien, avec un billet d'avion pour Paris où elle devait commencer ses études universitaires. Ses grands yeux sombres, pleins d'espoir et d'appréhension, balayaient nerveusement l'écran des départs, vérifiant l'heure de son vol. Elle n'était pas là pour attirer l'attention. Elle voulait juste ne pas rater son embarquement. Pourtant, elle se tenait à quelques mètres de la file de première classe, soigneusement délimitée par un cordon de velours réservé aux voyageurs en costume coûteux et aux valises de marque. Amara savait qu'elle n'avait pas sa place dans cette file, et elle s'était assurée de rester à l'écart, respectant les règles invisibles qui régissent ces lieux. Mais soudain, une voix tranchante perça la foule. « Hé, toi !» Les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent net. Colette Bernard, l'hôtesse en uniforme bleu marine impeccablement repassé, s'avançait vers Amara, ses talons claquant sur le sol comme des coups de marteau. Son badge brillait sous les lumières, mais son regard était glacial, chargé de dédain. « Tu ne peux pas rester ici !» aboya-t-elle, agitant son porte-documents comme une arme. « Cette zone est réservée à la première classe. Les autres, là-bas, avec le reste. » Sa voix portait loin, intentionnellement, pour que chaque passager entende. Amara sentit ses joues s'enflammer, une chaleur cuisante montant dans sa gorge. Elle n'était pas dans la file de première classe. Elle était à plusieurs mètres, à peine visible, ne dérangeant personne. Pourtant, les mots de Colette étaient comme une gifle, chaque syllabe conçue pour la rabaisser. La foule autour d'eux observait. Certains détournant les yeux, mal à l'aise, d'autres fixant la scène avec une curiosité malsaine. Personne ne parla. Personne ne bougea. Une femme en tailleur chic, Claire Dupont, tapotait son téléphone, feignant l'indifférence, mais ses lèvres pincées trahissaient son malaise. Un homme d'affaires, Marc Lefebvre, leva les yeux de son journal, fronça les sourcils, mais ne dit rien. Amara ouvrit la bouche pour répondre, pour expliquer qu'elle n'avait rien fait de mal, mais Colette ne lui laissa pas le temps. « Montre-moi ton billet !» ordonna-t-elle, son ton si autoritaire qu'il semblait vouloir écraser Amara sous son poids. « Ou je fais venir la sécurité pour t'escorter dehors !» Les mots étaient durs, mais ce qui suivit fut pire. Colette arracha le billet des mains tremblantes d'Amara, le tenant entre deux doigts, comme s'il était contaminé, puis, avec un sourire narquois, elle le laissa tomber par terre, devant les pieds d'Amara. Le papier froissé atterrit dans une flaque de café renversée, tachant l'encre. Un ricanement s'éleva de la foule. Un homme en costume, Philippe Arnaud, un habitué des vols en première classe, ne put réprimer un rire moqueur, ses yeux brillant d'une cruauté amusée. « Elle devrait savoir où est sa place », murmura-t-il à son voisin, assez fort pour qu'Amara l'entende. Une autre employée de l'aéroport, Sophie Martin, passa à côté, jetant un regard furtif à la scène avant de détourner les yeux, comme si intervenir était au-dessus de ses forces. Amara sentit son cœur cogner dans sa poitrine, chaque battement plus lourd que le précédent. Elle détestait être au centre de l'attention, détestait les regards qui la disséquaient, détestait cette sensation d'être réduite à rien. Ses mains tremblaient, mais elle refusait de pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Elle se baissa lentement pour ramasser son billet souillé, ses doigts effleurant le papier humide. Mais au lieu de répondre, au lieu de s'effondrer,
Elle plongea la main dans la poche de son sweat et en sortit un vieux téléphone à clapet. Ses doigts, encore tremblants, appuyèrent sur une touche. Une sonnerie, puis une autre. À la troisième, une voix grave et posée répondit. « C'est encore en train d'arriver », murmura Amara, si bas que personne autour d'elle ne comprit. Elle raccrocha sans ajouter un mot. Colette croisa les bras, un sourire satisfait sur le visage, comme si elle venait de remporter une victoire éclatante. « C'est bien ce que je pensais », lâcha-t-elle, assez fort pour que les premiers rangs de passagers l'entendent. Philippe Arnaud ricana à nouveau, refermant son journal avec un claquement sec. Claire Dupont, toujours sur son téléphone, leva les yeux juste assez longtemps pour jeter un regard dédaigneux à Amara avant de replonger dans son écran. Sophie Martin, l'employée qui avait vu toute la scène, tourna les talons et disparut dans la foule, comme si elle craignait d'être contaminée par l'incident. Amara restait immobile, son cœur battant à tout rompre, mais son visage restait impassible. Elle fixait ses baskets usées, tachées de boue, refusant de donner à Colette la satisfaction de voir ses larmes. Colette secoua la tête, un rictus de dégoût sur les lèvres, et s'éloigna, pensant que l'affaire était réglée. Mais ce qu'elle ignorait, ce que personne autour d'eux ne savait, c'était que le coup de fil d'Amara avait déclenché une bombe à retardement. Une bombe qui non seulement allait bouleverser sa vie, mais qui ferait s'effondrer l'un des géants de l'aviation avant même que l'avion ne décolle. Un silence pesant s'installa autour de la porte 42 après le départ de Colette. Les passagers reprirent leur conversation à voix basse, jetant des regards furtifs à Amara, qui restait seule, son sac serré contre elle. Mais ce calme ne dura pas. Quelques minutes plus tard, un mouvement près de l'entrée de sécurité attira l'attention. Deux hommes en costume noir, avançant avec une détermination froide, fendirent de la foule. Derrière eux suivait une femme élégante, Élise Moreau, en tailleur gris anthracite, son visage dur comme la pierre. Ils se dirigeaient droit vers la porte 42. Les passagers s'écartèrent instinctivement, sentant que quelque chose de grave était en train de se produire. Colette, voyant l'équipe approcher, redressa son dos, lissa son uniforme d'une main nerveuse et afficha un sourire professionnel, prête à justifier son comportement. Élise s'arrêta net devant Amara. Son badge indiquait « vice-présidente de l'expérience client ». Sans même accorder un regard à Colette, elle se pencha légèrement vers Amara, sa voix basse mais ferme. « Mademoiselle Diallo, êtes-vous blessée ?» Amara hocha la tête, incapable de parler, sa gorge nouée par l'émotion. Élise posa une main rassurante sur son épaule avant de se tourner brusquement vers Colette. « Madame Bernard, » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame, « écartez-vous, immédiatement. » Le visage de Colette blêmit. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais les mots moururent dans sa gorge quand elle vit les deux hommes en costume noir derrière Élise, l'un d'eux tenant un dossier en cuir frappé du logo de la compagnie aérienne. Les passagers autour d'eux, feignant de ne pas regarder, tendaient de l'oreille, leurs regards curieux trahissant leur intérêt. Claire Dupont baissa son téléphone, soudain attentive. Marc Lefebvre referma son journal, son froncement de sourcils s'accentuant. Élise s'adressa alors à toute la zone d'embarquement, sa voix claire mais chargée d'une colère contenue. « Il y a eu un malentendu. Au nom de la compagnie, je présente mes excuses pour tout traitement inapproprié subi par l'un de nos passagers. Des mesures seront prises immédiatement. » Colette tenta de parler, mais Élise leva une main, la réduisant au silence. « Assez. » Deux agents de sécurité s'approchèrent, parlant à voix basse à Colette. Ses mains tremblaient, alors qu'on lui demandait de les suivre. Elle chercha du regard un soutien parmi la foule, mais personne ne bougea. Les mêmes passagers qui avaient ignoré l'humiliation d'Amara la regardaient maintenant avec froideur, leur jugement silencieux pesant lourdement sur elle. Alors que Colette était escortée hors de la zone, Amara sentit les regards peser sur elle, mais aussi autre chose. Un changement dans l'air, comme une tempête qui se prépare. Élise se pencha à nouveau vers elle, murmurant pour qu'elle seule entende. « Vous n'êtes pas seule. Tenez bon encore un peu. » Amara hocha la tête, serrant son sac plus fort. Elle ne comprenait pas encore tout ce qui se passait, mais elle savait que son appel avait déclenché quelque chose de puissant, quelque chose qui allait au-delà d'une simple dispute à une porte d'embarquement. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'aéroport, l'incident commençait à se répandre comme une traînée de poudre.
Les employés chuchotaient près des stands de café, les voyageurs vérifiaient leur téléphone plus souvent, et même certains membres d'équipage interrompaient leur conversation pour jeter des regards vers la porte 42. Mais dans les bureaux administratifs du troisième étage, la situation était déjà passée de murmures à une alarme retentissante. Un homme trapu, Gilles Renaud, chef des opérations de sécurité de la compagnie, arpentait son bureau, hurlant dans son casque. « Qui a autorisé une équipe exécutive à approcher une passagère sans mon feu vert ?» Son front luisait de sueur, malgré la climatisation. Son assistante, Camille Laurent, leva une main pour attirer son attention. « Vous devez voir ça, dit-elle, la voix tendue. » Gilles s'approcha de son bureau, où un écran montrait un flux en direct d'une plateforme de réseaux sociaux. Quelqu'un à la porte 42 avait filmé Colette en train de crier sur Amara et, pire encore, de jeter son billet au sol. La vidéo gagnait des milliers de vues par minute. Les commentaires affluaient, pleins de colère et de dégoût. « Boycottez cette compagnie !» écrivait l'un. « Pourquoi personne n'a rien dit ?» demandait un autre. Certains taguaient des chaînes d'information, d'autres partageaient des histoires similaires de mauvais traitements par la même compagnie, Air France Luxe. Gilles sentit son estomac se nouer. Ce n'était plus une simple dispute à une porte d'embarquement. C'était une crise de relations publiques qui grossissait à une vitesse terrifiante. Il attrapa son téléphone et tapa furieusement un numéro. « Passez-moi François Dupont », ordonna-t-il. François était le PDG de la compagnie, un homme qui détestait être dérangé. Mais cette fois, Gilles n'avait pas le choix. Le problème était trop gros pour être caché sous un rapport ou apaisé avec un bon de vol gratuit. Pendant ce temps, à la porte 42, Amara fut conduite dans une petite salle privée près de la zone d'embarquement, loin des regards curieux et des chuchotements. Élise l'avait personnellement accompagnée, son visage fermé, mais ses yeux trahissant une colère contenue. Une femme douce, Sophie Lemoine, du département des relations avec les passagers, tendit une bouteille d'eau à Amara et parla doucement. « On s'occupe de tout, ma chère. Vous n'avez plus à vous inquiéter. » Amara hocha la tête, mais ne dit rien. Elle n'avait plus peur, mais elle n'était pas non plus réconfortée. Elle savait que son appel n'était pas juste une plainte pour mauvais traitement. Il avait atteint quelqu'un de bien plus puissant, quelqu'un dont l'influence pouvait ébranler bien plus qu'une simple hôtesse. Alors que Sophie parlait à voix basse avec Élise dans un coin de la pièce, Amara fixait la petite fenêtre donnant sur la piste. Les avions s'alignaient, leurs moteurs rugissant, leurs pneus crissant contre le bitume. C'était étrange de voir la vie continuer dehors, indifférente au chaos qui se déroulait à l'intérieur. Mais ce chaos, elle le sentait, n'était que le début. Loin de là, dans une tour de verre dominant la ville, un téléphone vibra sur un bureau en bois massif. L'homme qui décrocha, Jacques Moreau, ne travaillait pas directement pour la compagnie aérienne, mais il en détenait une part importante. Quand il vit le nom s'afficher sur l'écran, son visage s'assombrit. « Je sais », dit-il d'une voix grave avant même que son interlocuteur ne parle. « J'ai vu la vidéo. Activez le plan d'urgence, maintenant. » À l'aéroport, dans des réunions secrètes et des appels discrets, des plans cachés depuis des années commencèrent à se mettre en mouvement. Tout cela à cause d'une adolescente en sweat usée qui avait fait un appel discret. Un appel qui portait le poids de faire tomber des géants. À la porte d'embarquement, les passagers devenaient nerveux, les annonces devenant moins fréquentes, plus prudentes. Les agents de la porte chuchotaient dans leurs radios, leurs visages tendus. Le rythme habituel de l'aéroport s'était transformé en quelque chose de plus lourd, comme si les murs eux-mêmes sentaient que quelque chose s'effondrait de l'intérieur. Dans la salle privée, Amara restait assise, ses mains serrées sur son sac. Les gens autour d'elle marchaient sur des œufs, comme si elle portait quelque chose de fragile et de dangereux à la fois. Élise, toujours à proximité, vérifiait son téléphone sans cesse, son front se plissant à chaque nouvelle notification. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme en costume noir impeccable entra. Son badge indiquait « Julien Bisset, directeur régional des opérations ». Il portait un dossier sous le bras et arborait une expression qui tentait d'être calme, mais échouait lamentablement. Il salua Amara d'un signe de tête respectueux avant de tirer Élise à part pour une conversation à voix basse. Amara saisit des bribes de phrases. Confinement, mesures d'urgence, réunion du conseil.
Ce qui se passait était plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Julien s'approcha d'elle, s'éclaircissant la gorge. « Mademoiselle Diallo, commença-t-il prudemment, nous souhaitons vous présenter nos excuses les plus sincères pour ce que vous avez vécu. Sachez que nous faisons tout notre possible pour corriger cette situation. » Amara le regarda, ses yeux sombres et fatigués, sans répondre. Elle n'avait pas besoin d'excuses murmurées sous la pression. Elle n'avait pas besoin d'eau en bouteille ou de sourires forcés après ce qu'on lui avait fait subir. Julien se dandina, mal à l'aise. « Voudriez-vous que nous vous transférions dans un salon privé pendant que nous réglons quelques affaires urgentes ?» demanda-t-il. Amara haussa les épaules, indifférente. Elle se leva lentement, passant son sac sur une épaule. Alors qu'elle suivait Julien dans un couloir étroit, elle remarqua les employés qui s'agitaient autour d'eux, certains avec des regards effrayés, d'autres chuchotant dans leurs oreillettes. Plus ils approchaient du salon exécutif, plus il devenait clair que la situation était tout sauf ordinaire. Pendant ce temps, dans l'aile administrative réservée de l'aéroport, le chaos s'infiltrait dans chaque bureau, les téléphones sonnaient sans arrêt. Les avocats griffonnaient des notes frénétiquement. Quelqu'un imprimait des piles de captures d'écran de réseaux sociaux, accumulant des preuves que l'histoire avait déjà atteint les grands médias. Au centre de la tempête, François Dupont, le PDG d'Air France Luxe, frappa du poing sur la table, lançant un regard glacial à l'équipe réunie devant lui. « Je veux les noms de tous ceux impliqués, » grogna-t-il, sa voix assez froide pour faire frissonner la pièce. « Je veux une liste de chaque exécutif qui n'a pas signalé cela en haut de la chaîne. Et je veux une évaluation complète des risques. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. » Un cadre, Pierre Lambert, chef des affaires publiques, se tortilla nerveusement sur sa chaise. « François, » dit-il prudemment, « il y a quelque chose que vous devez savoir. Cette fille, elle n'est pas n'importe qui. » Le visage de François se crispa. « Parlez, Pierre. » Pierre déglutit difficilement. « Elle est la petite fille de Viviane Diallo. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Viviane Diallo. La même Viviane qui avait été l'une des fondatrices historiques de la corporation aéronautique. Une femme qui, après s'être retirée de la scène publique, détenait toujours des parts majoritaires à travers des sociétés écrans. Une femme dont l'influence s'étendait plus loin que quiconque n'osait l'admettre. François fixa Pierre, ses poings se serrant. À cet instant, il comprit. Ce n'était pas une crise qu'il pouvait étouffer avec un communiqué ou une excuse. C'était personnel. Et cela venait de quelqu'un assez puissant pour les détruire d'un seul ordre. Et à en juger par la vitesse à laquelle les choses évoluaient, cet ordre avait déjà été donné. Dans le couloir menant au salon exécutif, Amara sentait les regards la suivre, nerveux, confus, effrayés. Certains employés faisaient semblant d'être occupés, vérifiant des papiers ou tapant des messages, mais leurs yeux la scrutaient, avides de saisir des fragments du désastre qui se déroulait. Élise marchait juste derrière elle, son téléphone vibrant sans cesse, son visage de plus en plus fermé. Julien ouvrait la voie, marchant plus vite que nécessaire, comme s'il voulait échapper au regard avant que la situation n'empire. Lorsqu'ils atteignirent le salon, Julien ouvrit une lourde porte en verre et fit signe à Amara d'entrer. La pièce était à l'opposé du chaos bruyant de l'aéroport. Un tapis épais étouffait le son des pas. Les murs étaient ornés de meubles coûteux au ton doux, conçus pour apaiser les invités de marque. Une longue fenêtre s'étendait sur un côté, offrant une vue claire sur les avions roulant lentement sur la piste, indifférents à la tempête qui se préparait à l'intérieur. Amara s'assit prudemment sur le bord d'un canapé en cuir, son sac toujours serré contre sa poitrine. Elle fixait la fenêtre, feignant d'ignorer Élise qui chuchotait avec une autre cadre arrivée en hâte, une femme élancée nommée Valérie Dubois. Valérie, en jupe noire et blazer, ses cheveux blonds soigneusement attachés, parlait rapidement, son visage tendu. Amara ne captait que des bribes de leur conversation, mais le ton disait tout. Ils ne cherchaient plus une solution rapide. Ils se préparaient à un impact. Dehors, la foule à la porte 42 commençait à s'agiter. Les annonces d'embarquement se faisaient rares, remplacées par des messages vagues et hésitants. Les écrans d'affichage clignotaient, certains vols passant au rouge, annulés. Les murmures des passagers se transformaient en plaintes, puis en cris.
Une mère tenant son enfant en pleurs exigeait des réponses d'un agent de la porte dépassée. Un groupe de voyageurs d'affaires, dont Philippe Arnaud, tapait furieusement sur leur téléphone, cherchant des vols alternatifs. Claire Dupont, toujours dans son coin, rangea son téléphone, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle réalisait que quelque chose de bien plus grave qu'un retard était en train de se produire. Dans le salon exécutif, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Élise vérifiait son téléphone toutes les quelques secondes, son froncement de sourcils s'accentuant. Julien, toujours debout près de la porte, semblait vouloir disparaître. Amara, au centre de tout cela, restait silencieuse, ses yeux fixés sur la piste. Elle ne savait pas encore jusqu'où son appel allait les mener, mais elle sentait le poids de ce qui se passait. Ce n'était pas juste une dispute, ce n'était pas juste une humiliation, c'était le début d'une chute, et elle en était le catalyseur. Quelque part, loin dans la ville, Jacques Moreau, dans son bureau au sommet d'une tour de verre, regardait les écrans alignés sur son mur. Les chaînes d'information commençaient à diffuser l'histoire, les titres devenant de plus en plus accusateurs. Scandale à l'aéroport. Une passagère humiliée par Air France Luxe. Jacques posa son téléphone, son visage impassible. « C'est fini », murmura-t-il à lui-même. Ils ont creusé leur propre tombe. Et tandis que les premières fissures apparaissaient dans l'empire d'Air France Luxe, Amara Diallo restait assise, calme, immobile, mais avec une certitude grandissante. Elle avait allumé une étincelle, et cette étincelle allait tout embraser. La tempête éclatait, et elle n'avait besoin que d'une étincelle pour embraser tout ce qu'Air France Luxe avait construit sur des fondations fragiles. Dans la petite salle privée où Amara Diallo était assise, le silence était oppressant, ponctué seulement par le bourdonnement discret de la climatisation et les chuchotements nerveux d'Élise Moreau, la vice-présidente de l'expérience client, qui consultait son téléphone avec une frénésie croissante. Dehors, à la porte 42, la foule des passagers s'agitait, leurs murmures se transformant en un grondement de colère, alors que les écrans d'affichage clignotaient en rouge. Annulé, annulé, annulé. Mais ce n'était rien comparé à ce qui se passait sur les réseaux sociaux, où une vidéo virale, celle de Colette Bernard, humiliant Amara, jetant son billet dans une flaque de café, gagnait des millions de vues en quelques minutes. Les commentaires étaient un torrent de rage. Honte à Air France Luxe. Comment ose-t-elle traiter une passagère ainsi? Boycottez-les. Chaque clic, chaque partage, chaque cri numérique était un coup de marteau contre les murs de l'empire aérien. Amara, toujours assise sur le canapé en cuir, serrait son sac à dos contre sa poitrine, ses doigts crispés sur les sangles usées. Elle ne regardait pas son téléphone, mais elle sentait le poids de ce qui se passait dehors, comme une vague prête à tout engloutir. Elle n'avait pas voulu cela, pas voulu devenir le visage d'une révolte, mais elle n'avait pas non plus voulu être humiliée, rabaissée, réduite à rien devant une foule silencieuse. Et pourtant, c'était ce silence, celui des passagers qui avaient regardé sans rien dire, celui des employés qui avaient détourné les yeux, qui alimentait maintenant sa détermination. Elle ne serait pas la victime qu'ils attendaient, elle ne serait pas celle qui s'efface. Dans les bureaux administratifs de l'aéroport, le chaos prenait une ampleur incontrôlable. Gilles Renaud, le chef des opérations de sécurité, arpentait son bureau comme un lion en cage, son visage rouge de colère et de sueur. « Comment une gamine avec un téléphone a-t-elle pu déclencher ça ?» hurla-t-il à son assistante, Camille Laurent, qui fixait l'écran de son ordinateur, les yeux écarquillés. Sur le moniteur, la vidéo de l'incident à la porte 42 tournait en boucle sur toutes les plateformes, accompagnée de hashtags comme #Justice pour Amara et Air France Luxe Racisme. Les chiffres grimpaient à une vitesse vertigineuse. 10 millions de vues, puis 15, puis 20. Les commentaires s'enflammaient, certains exigeant la démission immédiate de la direction, d'autres appelant à des manifestations devant le siège de la compagnie. Camille leva les yeux, sa voix tremblante. « Ce n'est pas tout, monsieur. Une employée, elle a parlé. » Gilles s'arrêta net, son regard perçant. « Qui ?» Camille déglutit. « Une hôtesse, Léa Dubois.
Elle a posté une vidéo sur son compte personnel. Elle dit qu'Air France Luxe a une politique interne pour étouffer les plaintes de discrimination. Elle a des preuves. Gilles sentit son estomac se nouer. Léa Dubois, une hôtesse de l'Air Junior qui travaillait depuis à peine 1 an, avait décidé de briser le silence. Dans sa vidéo, filmée dans une salle de repos des employés, elle parlait d'une voix tremblante mais résolue, révélant comment les managers leur ordonnaient de gérer discrètement les plaintes des passagers, surtout celles concernant des traitements discriminatoires. Elle montrait un courriel interne, signé par un cadre supérieur, qui demandait aux employés de signaler toute plainte potentiellement sensible directement à la direction pour éviter les fuites. La vidéo de Léa, à peine publiée, avait déjà été partagée des milliers de fois. Gilles arracha son casque et le jeta sur le bureau. « Trouvez-la, cria-t-il, et faites-la taire avant que ça n'empire. » Mais il était trop tard. À la porte 42, la situation dégénérait. Les passagers, furieux d'apprendre l'annulation de leur vol sans explication, s'entassaient autour des comptoirs de service, exigeant des réponses. Une mère, Marie Fournier, tenait son fils de 5 ans dans ses bras, les larmes aux yeux, criant à un agent débordé. « J'ai économisé pendant 2 ans pour ce voyage. Comment osez-vous nous laisser comme ça? » À quelques mètres, Philippe Arnaud, l'homme d'affaires qui avait ri de l'humiliation d'Amara, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, essayant de réserver un vol sur une autre compagnie. Mais les prix des billets avaient triplé en quelques minutes, et les sièges disponibles s'évanouissaient à mesure que des milliers de voyageurs se retrouvaient bloqués. Claire Dupont, la femme en tailleur chic, s'était levée de son siège, son visage blême. Elle avait vu la vidéo de Léa Dubois sur son téléphone, et pour la première fois, un éclat de honte traversa ses yeux. Elle murmura à l'homme à côté d'elle. « J'aurais dû dire quelque chose. » Quand ça s'est passé? Mais ses regrets arrivaient trop tard. Dans la salle privée, Amara était toujours isolée, entourée par Élise Moreau et Sophie Lemoine, qui tentaient de la rassurer avec des mots creux. Mais un nouvel incident vint attiser la colère d'Amara. Sophie, pensant qu'Amara ne pouvait pas l'entendre, murmura à Élise. « On devrait lui offrir un surclassement, non? Ça pourrait calmer les choses. » Amara releva la tête, ses yeux lançant des éclairs. « Un surclassement? » dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Vous pensez que je veux une place en première classe après ce qu'elle m'a fait? Vous pensez que ça efface l'humiliation? » Élise, visiblement mal à l'aise, tenta de répondre, mais Amara continua, sa voix montant d'un ton. « Ce n'est pas juste moi. Ce n'est pas juste aujourd'hui. Combien de personnes ont été traitées comme ça par votre compagnie? Combien de fois avez-vous fermé les yeux? » Sophie baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Élise, plus expérimentée, tenta de reprendre le contrôle. « Mademoiselle Diallo, nous comprenons votre colère. Nous allons prendre des mesures. » Mais Amara l'interrompit. « Des mesures? Comme jeter mon billet par terre devant tout le monde? Comme laisser vos employés me dire que je ne suis pas à ma place? » Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'une rage contenue qui faisait vibrer l'air autour d'elle. Élise recula d'un pas, comme frappée par la force de ses mots. À ce moment précis, un nouvel élément vint alimenter la tempête. Colette Bernard, l'hôtesse qui avait humilié Amara, n'était pas restée silencieuse. Depuis un bureau de l'aéroport où elle avait été escortée, elle avait eu l'audace d'envoyer un message sur le réseau interne de la compagnie, accessible à des dizaines d'employés. Le message, capturé et partagé par Léa Dubois, était accablant. Cette fille à la porte 42 cherchait juste à attirer l'attention. Elle n'avait rien à faire près de la première classe. Ne la laissez pas vous manipuler avec ses larmes. Le message, destiné à discréditer Amara, eut l'effet inverse. Léa, indignée, le diffusa sur les réseaux sociaux, ajoutant son propre commentaire. « Voilà comment Air France Luxe traite ses passagers. Voilà pourquoi je ne peux plus me taire. » La publication explosa, déclenchant une nouvelle vague d'indignation. Des influenceurs, des militants, même des célébrités commencèrent à partager l'histoire, leur message amplifiant la colère publique. Justice pour Amara devint un cri de ralliement, repris dans des langues du monde entier.
Dans les bureaux administratifs, François Dupont, le PDG, était maintenant en réunion de crise avec son équipe exécutive. La salle, habituellement un sanctuaire de pouvoir avec ses murs de verre et ses fauteuils en cuir, semblait rétrécir sous le poids de la catastrophe. François, les poings serrés, fixait Pierre Lambert, le chef des affaires publiques. Comment a-t-elle eu accès à ces courriels? Rugit-il, faisant référence à la fuite de Léa Dubois. Pierre, le visage livide, bégaya. On ne sait pas encore, mais ce n'est pas tout. Des documents internes viennent d'être publiés en ligne. Des plaintes de passagers, des rapports sur des incidents discriminatoires. Tout a été caché pendant des années. François sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les documents, partagés par un compte anonyme sur une plateforme sécurisée, révélaient un schéma systématique. Des plaintes ignorées, des employés sanctionnés pour avoir signalé des problèmes, des directives pour minimiser l'impact, des incidents impliquant des passagers non blancs. Chaque page était une bombe, et elles explosaient maintenant au grand jour. Pendant ce temps, à la porte 42, un autre incident attisa la fureur. Un jeune homme, Karim Hassan, qui avait filmé l'humiliation d'Amara sur son téléphone, fut approché par 2 agents de sécurité d'Air France Luxe. « Supprimez la vidéo », ordonna l'un d'eux, un homme costaud nommé Bruno Lefort. « Vous causez des problèmes inutiles. » Karim, un étudiant en journalisme, refusa, tenant son téléphone comme un bouclier. « Je ne fais que montrer la vérité », répondit-il, sa voix tremblante mais ferme. Bruno s'avança, menaçant, et saisit le bras de Karim, le poussant contre un mur. Les passagers autour d'eux s'indignèrent, certains commençant à filmer cette nouvelle altercation. « Lâchez-le » cria Marie Fournier, la mère de tout à l'heure, sa voix pleine de colère. D'autres se joignirent à elle, formant un cercle protecteur autour de Karim. Bruno recula, dépassé par la foule, mais le mal était fait. La vidéo de cette tentative d'intimidation fut immédiatement partagée, ajoutant du carburant à l'incendie qui consumait déjà Air France Luxe. Dans la salle privée, Amara fut informée de l'incident par Sophie Lemoine, qui semblait de plus en plus nerveuse. Ils ont essayé de faire taire quelqu'un qui a filmé ce qui s'est passé, murmura-t-elle, espérant peut-être apaiser Amara avec cette transparence. Mais cela ne fit qu'attiser sa colère. « Ils ne s'arrêtent jamais, n'est-ce pas ?» dit Amara, sa voix basse mais vibrante de rage. « Ils humilient, ils intimident, et ensuite ils essaient d'effacer les preuves. » Elle se leva, son sac tombant sur le canapé. « Je veux parler, pas à vous, pas à vos avocats, au monde. » Élise, surprise par la détermination d'Amara, tenta de la calmer. « Mademoiselle Diallo, nous pouvons arranger cela. Nous pouvons vous offrir une compensation, un vol privé, tout ce que vous voulez. » Mais Amara secoua la tête, ses yeux brûlants d'une colère pure. « Ce que je veux que vous arrêtiez de traiter les gens comme s'ils ne valaient rien. Je veux que vous arrêtiez de penser que l'argent peut tout acheter. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, faisant taire Élise et Sophie. Pour la première fois, elles semblaient comprendre que cette jeune fille n'était pas juste une passagère en colère, elle était une force, une tempête qui ne se calmerait pas. À l'extérieur, la situation empirait. Les écrans de l'aéroport affichaient maintenant des annulations en cascade, chaque vol d'Air France Luxe clignotant en rouge. Les passagers, bloqués, formaient des files interminables au comptoir de service, leur voix montant en un chœur de frustration. Marie Fournier, tenant toujours son fils, cria à un agent. « Vous nous laissez ici sans explication. Vous pensez que nous sommes quoi? Des numéros sur un billet? » Philippe Arnaud, désormais furieux, abandonna son ordinateur et rejoignit la foule, criant « Je voyage avec vous depuis 20 ans, et c'est comme ça que vous nous traitez. » Même Claire Dupont, qui avait ignoré l'humiliation d'Amara, commença à remettre en question sa propre passivité, murmurant à elle-même « J'ai laissé faire, j'ai laissé faire. » Dans la tour de verre de Jacques Moreau, les écrans alignés sur son mur diffusaient maintenant des reportages en direct. Les chaînes d'information parlaient d'une « crise sans précédent » pour Air France Luxe. Des groupes de défense des droits humains appelaient à des enquêtes. Des avocats proposaient leurs services aux passagers bloqués. Jacques, toujours calme, décrocha son téléphone. « Lâchez tout », dit-il à son interlocuteur. « Les audits internes, les courriels, les rapports cachés, tout. »
Il raccrocha, un sourire froid sur les lèvres. Il savait que Viviane Diallo, la grand-mère d'Amara, avait attendu ce moment depuis des années à voir ses plaintes ignorées, ses avertissements balayés, son influence sous-estimée. Maintenant, grâce à une adolescente courageuse, le moment de vérité était arrivé. Dans la salle privée, Julien Bisset, le directeur régional, revint, son visage encore plus tendu qu'auparavant. Il s'adressa directement à Amara, sa voix tremblante. « Mademoiselle Diallo, nous sommes prêts à vous offrir une compensation complète, un remboursement, des vols gratuits à vie, une lettre d'excuse signée par le conseil d'administration. » Amara le coupa, sa voix froide comme l'acier. « Vous pensez que je veux vos cadeaux? Vous pensez que ça efface ce que j'ai ressenti, ce que d'autres ont ressenti avant moi? » Julien recula, déconcerté. Élise intervint, essayant de sauver la situation. « Nous comprenons que vous êtes bouleversé, mais nous pouvons travailler ensemble pour... » Amara secoua la tête, ses yeux brillants de colère. « Travailler ensemble? Vous avez laissé votre employé me traiter comme une moins que rien. Vous avez laissé des années de plaintes s'entasser sans rien faire. Et maintenant, vous pensez que je vais accepter vos miettes? » Sa voix, bien que calme, portait une force qui fit frissonner la pièce. Julien et Élise échangèrent un regard, réalisant qu'ils n'avaient plus le contrôle. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau, et une assistante nerveuse entra, tenant une tablette. « Monsieur Bisset, vous devez voir ça, » dit-elle, la voix tremblante. Julien saisit la tablette, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il lisait. Élise se pencha, et son souffle se coupa. Les titres défilaient à l'écran. Fuites massives. Air France Luxe accusé de discrimination systématique. Enquête fédérale ouverte sur les pratiques de la compagnie. Actionnaires retirent leur soutien après un scandale viral. Les documents divulgués montraient des années de plaintes ignorées, de courriels internes ordonnant de minimiser les incidents, de pratiques d'embauche biaisées. Chaque révélation était un coup de poignard dans le cœur de la compagnie. Julien murmura, la voix rauque. « Qui a fait fuiter ça? » Élise répondit sans lever les yeux. « Peu importe, c'est fini. » À la porte 42, la foule devenait incontrôlable. Les agents de sécurité, dépassés, tentaient de maintenir l'ordre, mais les passagers, galvanisés par les nouvelles qui se répandaient, refusaient de se taire. Marie Fournier, tenant son fils, cria « Nous méritons mieux que ça !» Karim Hassan, libéré de l'emprise de Bruno, brandissait son téléphone, diffusant en direct la scène chaotique. « Ils ne peuvent pas nous faire taire !» lança-t-il, sa voix portée par la foule. Même Philippe Arnaud, l'homme d'affaires arrogant, se joignit au cri, sa colère désormais tournée contre la compagnie qu'il avait autrefois défendue. Claire Dupont, submergée par la culpabilité, s'approcha de Karim et murmura « Je suis désolé, je n'ai rien fait pour aider. » Karim, sans la regarder, répondit « Alors faites quelque chose maintenant. » Dans la salle privée, Amara sentit l'atmosphère changer. Les murs semblaient vibrer sous la pression de ce qui se passait dehors. Elle se leva, son sac à dos oublié sur le canapé. « Je veux parler », répéta-t-elle, sa voix plus ferme encore. « Pas à vous, à eux, à tout le monde. » Élise tenta une dernière fois de la raisonner. « Mademoiselle Diallo, attendez. Nous pouvons organiser une déclaration officielle, quelque chose de contrôlé. » Mais Amara secoua la tête, ses yeux brûlants d'une colère pure, inextinguible. « Contrôler? Comme vous avez contrôlé toutes ces plaintes? Comme vous avez contrôlé vos employés pour qu'ils se taisent? Non. Cette fois, c'est moi qui décide. » Elle se dirigea vers la porte, ignorant les protestations d'Élise et de Julien. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait dire, mais elle savait une chose. Elle ne serait plus silencieuse. Elle ne serait plus invisible. Et tandis qu'elle marchait vers la sortie, le grondement de la foule à l'extérieur semblait répondre à sa rage, un écho de la tempête qu'elle avait déclenchée. Air France Luxe n'était plus qu'un château de cartes, et Amara Diallo, avec un seul appel, avait soufflé la première bourrasque.
Le chaos avait englouti l'aéroport, mais ce n'était rien comparé à l'ouragan qui déferlait maintenant sur Air France Luxe, une tempête alimentée par la rage collective d'une société qui refusait de se taire plus longtemps. Amara Diallo, debout dans le salon exécutif, sentait le poids du monde sur ses épaules, mais ses yeux brûlaient d'une détermination incandescente. Les murs de verre de la pièce semblaient trembler sous la pression des révélations qui s'accumulaient, chaque nouvelle fuite, chaque cri de colère sur les réseaux sociaux, chaque titre de journal frappant comme un coup de tonnerre. La vidéo de son humiliation à la porte 42, le courriel diffamatoire de Colette Bernard, les documents internes révélant des années de discrimination systématique, tout cela convergeait vers un point de rupture. Amara n'était plus seulement une adolescente en souhait usé. Elle était devenue le symbole d'une révolte, une flamme que personne, ni les cadres paniqués d'Air France Luxe, ni les avocats en costume hors de prix, ne pouvaient éteindre. Dehors, la foule des passagers abandonnés criait, leur voix se mêlant en un chœur de fureur, tandis que les écrans de l'aéroport clignotaient en rouge, annonçant l'effondrement définitif d'une compagnie qui s'était crue intouchable. Mais Amara savait que ce n'était pas encore fini. Pas tant qu'elle n'aurait pas pris la parole, pas tant que la vérité n'aurait pas été dite, nue, brute, sans filtre. Dans la salle, Julien Bisset, le directeur régional des opérations, était effondré dans un fauteuil, son visage blême, ses mains tremblantes serrant un document qu'il n'osait même plus lire. Élise Moreau, la vice-présidente, arpentait la pièce, son téléphone vibrant sans relâche, chaque notification comme une nouvelle fissure dans les fondations de la compagnie. Sophie Lemoine, du département des relations avec les passagers, restait dans un coin, muette, ses yeux fixés sur Amara avec un mélange de crainte et de respect. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme en costume gris, son badge indiquant « Étienne Roche, vice-président des affaires juridiques ». Son visage était marqué par l'épuisement, ses cheveux en désordre, comme s'il avait passé les dernières heures à courir d'une crise à l'autre. Derrière lui suivait Claire Vasseur, la directrice des communications, tenant une tablette où défilaient des titres de presse toujours plus accablants. Air France Luxe au bord de l'effondrement. Enquête fédérale confirmée. Actionnaires abandonnent le navire après des révélations choquantes. Étienne s'approcha d'Amara, sa voix tremblante mais forcée à un semblant de calme. « Mademoiselle Diallo, commença-t-il, nous comprenons la gravité de ce qui s'est passé. Nous sommes prêts à offrir une compensation sans précédent, un fonds d'indemnisation, une déclaration publique signée par le PDG, tout ce qu'il faudra pour réparer cette injustice. » Amara le fixa, ses yeux sombres comme des braises prêtes à s'enflammer. « Réparer ?» répéta-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'une colère contenue. « Vous pensez que l'argent peut réparer ce que vous avez fait? Vous pensez que vos mots, soigneusement choisis, peuvent effacer l'humiliation, les années de silence, les vies que vous avez brisées, en pensant que personne ne vous arrêterait? » Étienne recula, déconcerté par la force de sa voix. Claire Vasseur tenta d'intervenir, levant une main comme pour apaiser la tension. « Mademoiselle, nous voulons travailler avec vous pour… » Mais Amara l'interrompit, sa voix montant, tranchante comme une lame. « Travailler avec moi? Vous avez travaillé à construire un système qui nous traite comme des intrus, comme des moins que rien. Vous avez laissé des gens comme Colette Bernard nous humilier, vous avez laissé des employés comme Léa Dubois être menacés pour avoir dit la vérité, et maintenant vous voulez travailler avec moi. » La pièce s'immobilisa, le silence si lourd qu'il semblait étouffer l'air. Même Élise, habituée à gérer les crises, resta figée, incapable de répondre. À l'extérieur, l'aéroport était devenu un champ de bataille. Les passagers, bloqués par des annulations en cascade, formaient des foules furieuses devant les comptoirs de service. Marie Fournier, la mère qui avait défendu Karim Hassan, criait maintenant à un agent dépassé. « Vous nous avez menti, vous nous avez laissés ici comme des animaux, sans explication, sans respect. » Son fils, serré contre elle, pleurait doucement, tandis que d'autres passagers se joignaient à sa colère, leur voix formant un mur de protestation. Karim, l'étudiante en journalisme, diffusait toujours en direct sur son téléphone, sa voix tremblante mais résolue. « Ils ont essayé de me faire taire, mais je ne m'arrêterai pas.
Ce que vous voyez ici, c'est la vérité sur Air France Luxe. Ils ne s'en sortiront pas cette fois. » La foule autour de lui scandait « Justice! Justice !» Philippe Arnaud, l'homme d'affaires qui avait autrefois ri de l'humiliation d'Amara, était maintenant parmi les plus bruyants, sa colère tournée contre la compagnie qu'il avait soutenue pendant des décennies. « J'ai dépensé des millions avec vous !» hurla-t-il. « Et vous nous traitez comme ça ?» Même Claire Dupont, la femme en tailleur chic qui avait ignoré la scène initiale, se tenait maintenant à l'écart, son visage marqué par la honte. Elle s'approcha de Marie Fournier, murmurant « J'ai vu ce qu'ils ont fait à cette fille. J'aurais dû parler. » Marie la fixa, sans pitié. « Alors parlez maintenant, ou restez silencieuse pour toujours. » Dans les bureaux administratifs, François Dupont, le PDG, était au bord de l'effondrement. La salle de réunion, autrefois un sanctuaire de pouvoir, était maintenant un tombeau où les cadres se regardaient avec des yeux hagards, chacun espérant ne pas être le prochain à tomber. Pierre Lambert, le chef des affaires publiques, tenta de reprendre la parole. « Nous pouvons encore limiter les dégâts. Une déclaration, une suspension publique de Colette Bernard, un plan de formation à la diversité. » Mais François l'interrompit, sa voix rauque de désespoir. « Limiter les dégâts? Vous n'avez pas vu ce qui se passe? Les actionnaires se retirent, les autorités fédérales sont à nos portes, et cette fille est la petite-fille de Viviane Diallo. » Le nom résonna comme un coup de feu. Viviane Diallo, la fondatrice légendaire, une femme dont l'ombre planait toujours sur l'industrie aéronautique, une femme qui avait bâti Air France Luxe avant de se retirer, gardant un contrôle discret mais implacable à travers des parts cachées. Pierre blêmit. « Elle savait ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. François éclata d'un rire amer. « Bien sûr qu'elle savait. Et maintenant, elle agit. » À ce moment précis, un nouvel incident fit monter la fureur d'un cran. Colette Bernard, toujours dans un bureau de l'aéroport, avait tenté de se défendre en publiant une vidéo sur son compte personnel, accessible à des milliers de followers. Dans cette vidéo, elle pleurait, jouant la victime. « J'ai été mal comprise », sanglotait-elle. Cette fille, Amara, elle provoquait, elle cherchait à créer un scandale. Je ne faisais que mon travail. Mais ses larmes étaient creuses, et le public ne fut pas dupe. La vidéo, au lieu de calmer les esprits, déclencha une vague de rage sans précédent. Les commentaires affluaient. « Tu appelles ça ton travail, humilier une adolescente? Démissionnez! Honte à vous! » Léa Dubois, l'hôtesse qui avait dénoncé les pratiques de la compagnie, riposta immédiatement avec une nouvelle publication. « Colette Bernard ment. Voici les preuves. » Elle partagea un autre courriel interne, cette fois signé par Colette elle-même, où elle se vantait d'avoir remis à sa place des passagers problématiques. Ce courriel, datant de plusieurs mois, montrait clairement que l'incident avec Amara n'était pas isolé. C'était une habitude, un schéma, une culture toxique ancrée dans les entrailles d'Air France Luxe. Les réseaux sociaux explosèrent, le hashtag #Justice pour Amara atteignant des sommets mondiaux. Des manifestations spontanées commencèrent à se former devant le siège de la compagnie, des pancartes brandies avec des slogans comme « Plus jamais ça » et « La vérité ne peut être cachée ». Dans le salon exécutif, Amara sentit le moment approcher. Elle savait qu'elle devait parler, non pas pour elle seule, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence avant elle. Elle se leva, ignorant les regards implorants d'Élise et de Julien. « Je veux une tribune », dit-elle, sa voix ferme, sans appel. « Pas vos excuses, pas vos compensations, une tribune pour dire la vérité. » Étienne Roche tenta une dernière fois de l'apaiser. « Mademoiselle Diallo, nous pouvons organiser une conférence de presse avec nos avocats pour contrôler le message. » Mais Amara le coupa net, sa voix grondant comme un orage. « Contrôler? Vous avez contrôlé assez longtemps. Vous avez contrôlé les plaintes, les employés, les vérités qu'on vous a jetées au visage. Maintenant, c'est fini. Je parlerai, et vous écouterez. » Ces mots résonnèrent comme un verdict, et pour la première fois, les cadres dans la pièce semblèrent comprendre qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir sur elle.
Dehors, l'aéroport était devenu une zone de guerre. Les passagers, désormais conscients de l'ampleur du scandale grâce aux nouvelles qui se répandaient comme une traînée de poudre, refusaient de quitter les lieux. Marie Fournier, tenant toujours son fils, organisait un sit-in avec d'autres voyageurs, bloquant l'accès à une porte d'embarquement. « Nous ne partirons pas tant qu'ils n'auront pas répondu !» cria-t-elle, sa voix portée par la foule. Karim Hassan, toujours en direct, capturait chaque moment, ses abonnés partageant ses vidéos à travers le monde. Même Philippe Arnaud, autrefois si arrogant, se joignit au mouvement, criant « Nous méritons des réponses !» Claire Dupont, submergée par sa propre culpabilité, s'approcha de Marie et murmura « Je veux aider. Dites-moi quoi faire. » Marie la regarda, puis tendit une pancarte. « Tenez ça, » dit-elle simplement. Claire prit la pancarte où était écrit « Justice pour tous » et la brandit, ses mains tremblantes mais résolues. Dans une tour de verre au cœur de la ville, Jacques Moreau, l'investisseur influent, observait le chaos avec une satisfaction froide. Son téléphone vibra et il décrocha sans regarder l'écran. « Tout est prêt », dit son interlocuteur. Jacques hocha la tête. « Liquider les parts restantes, annuler les négociations de fusion et envoyer les audits internes aux médias. » Il raccrocha, son regard fixé sur un écran où une chaîne d'information diffusait en direct les manifestations devant le siège d'Air France Luxe. Jacques savait que Viviane Diallo, la grand-mère d'Amara, avait attendu ce moment depuis des décennies. Elle avait vu les injustices s'accumuler, les plaintes balayées sous le tapis, les employés réduits au silence. Maintenant, grâce à Amara, la vérité éclatait et rien ne pouvait l'arrêter. Dans l'aéroport, une annonce tremblante retentit soudain dans les haut-parleurs. « Attention, chers passagers, tous les vols d'Air France Luxe sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Veuillez vous diriger vers les comptoirs de service pour plus d'informations. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. » Mais ce n'était pas une simple gêne, c'était la fin. Les écrans de l'aéroport clignotaient tous en rouge. Les mots « annulés » se multipliant comme une maladie. Les passagers hurlaient, certains pleurant, d'autres frappant les comptoirs de frustration. Marie Fournier, tenant son fils, murmura « Ils ne s'en relèveront pas. » Karim, toujours en direct, déclara « C'est la fin d'Air France Luxe, et c'est grâce à une seule voix. » Philippe Arnaud, pour la première fois de sa vie, se sentit petit, réalisant que son statut de client fidèle ne valait rien face à cette tempête. Claire Dupont, tenant sa pancarte, pleurait doucement, ses larmes mêlées de honte et de détermination. Dans le salon exécutif, la porte s'ouvrit une dernière fois, et un homme entra, son badge marqué d'un titre implacable. Inspecteur fédéral de l'aviation, Martin Lefebvre. Il tendit un document à Étienne Roche, qui le prit avec des mains tremblantes. C'était une notification officielle. Suspension immédiate des licences d'exploitation d'Air France Luxe. Demande d'accès complet au dossier des employés, aux communications internes, aux plaintes des passagers et aux pratiques d'embauche. Toute non-coopération entraînerait l'immobilisation totale de la flotte dans les prochaines 24 heures. Étienne s'effondra dans un fauteuil, le document glissant de ses mains. Claire Vasseur, la directrice des communications, murmura « C'est fini ». Élise ferma les yeux, son visage marqué par la défaite. Julien, incapable de parler, fixait le sol, ses épaules voûtées. Martin Lefebvre, impassible, croisa les bras. « Vous pouvez commencer à coopérer maintenant, ou vous préparer à voir votre compagnie clouée au sol pour de bon. » Sa voix était calme, mais chaque mot pesait comme une sentence. Amara, toujours debout, ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Les murs d'Air France Luxe s'effondraient, et elle était le catalyseur. Mais un dernier outrage vint attiser sa colère. Étienne, dans un ultime effort pour sauver sa peau, se tourna vers elle et murmura « Mademoiselle Diallo, tout ceci, c'est à cause de votre exagération. Vous auriez pu accepter nos excuses, et nous n'en serions pas là. » La pièce se figea. Amara sentit une vague de rage pure monter en elle, une rage si puissante qu'elle semblait consumer l'air autour d'elle.
Mon exagération? Répondit-elle, sa voix tremblante de fureur. Vous m'accusez, moi, après m'avoir humilié, après avoir laissé votre employé me traiter comme une moins que rien, après avoir caché des années d'injustice. Vous pensez que c'est moi qui ai causé ça? Elle fit un pas vers lui, sa petite silhouette semblant soudain dominer la pièce. Ce n'est pas moi qui ai détruit votre compagnie, c'est vous, vos choix, votre silence, votre arrogance. Étienne recula, incapable de soutenir son regard. Les autres cadres restèrent muets, leurs visages marqués par la peur et la honte. À ce moment, un assistant entra, le visage pâle, tenant une tablette. « Monsieur Roche, vous devez voir ça, » dit-il, la voix tremblante. Étienne saisit la tablette, ses yeux s'écarquillant. Les titres défilaient. Air France Luxe, une culture de discrimination systématique exposée. Enquête fédérale, la compagnie risque la fermeture définitive. Viviane Diallo, actionnaire caché, à l'origine de l'effondrement. Les documents fuités montraient un système pourri jusqu'à la moelle. Des directives pour ignorer les plaintes, des employés sanctionnés pour avoir dénoncé des abus, des pratiques d'embauche biaisées. Chaque révélation était un clou dans le cercueil d'Air France Luxe. Claire Vasseur murmura, la voix brisée. « Qui a fait ça? » Martin Lefebvre répondit froidement. « Ça n'a plus d'importance. Vous êtes fini. » Amara, sentant que le moment était venu, se tourna vers Élise. « Je veux parler, maintenant. » Élise, dépassée, hocha la tête. « Nous pouvons organiser une conférence. » Mais Amara secoua la tête. « Pas une conférence contrôlée par vous. Je veux parler aux gens, aux vrais gens, à ceux qui savent ce que c'est d'être ignorés. » Elle quitta la pièce, ignorant les protestations des cadres. Martin Lefebvre s'écarta pour la laisser passer, un léger hochement de tête en signe de respect. Amara marcha dans les couloirs de l'aéroport, passant devant des employés qui baissaient les yeux, des passagers qui la regardaient avec admiration, des pancartes brandies par la foule. Elle atteignit une petite salle de réunion où des journalistes, des militants et des représentants communautaires l'attendaient. Il n'y avait pas de scène grandiose, pas de bannière clinquante, juste un pupitre en bois avec un micro noir. Amara s'avança, son cœur battant, mais sa voix ferme. « Je n'ai pas demandé à être ici, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Je n'ai pas demandé à être humiliée, à être traitée comme si je ne valais rien. Mais quand Colette Bernard m'a crié dessus, quand elle a jeté mon billet par terre, quand personne dans cette foule n'a levé la voix pour me défendre, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas juste moi, c'est vous, c'est nous tous. Chaque personne qui a été regardée de haut, chaque voix qu'on a forcée à se taire, chaque injustice qu'on a balayée sous le tapis. » La salle était suspendue à ces mots, chaque syllabe frappant comme un coup de poing. Air France Luxe n'est pas tombée à cause de moi. Elle est tombée parce qu'elle a choisi de construire sur des mensonges, sur des silences, sur des excuses. Et je ne serai pas silencieuse, pas aujourd'hui, pas demain, pas jamais. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Certains pleuraient, d'autres serraient les poings, leurs visages marqués par une colère partagée, un espoir féroce. Amara continua. Ce n'est pas juste à propos d'une compagnie aérienne, c'est à propos de ce qui arrive quand on choisit de regarder ailleurs, quand on choisit le silence parce qu'il est plus facile que la justice. Je ne suis pas votre héroïne, je suis juste quelqu'un qui a refusé de baisser la tête, et je vous demande de faire de même. La foule se leva, non pas dans un éclat de joie, mais dans un silence puissant, un respect palpable. Dehors, les manifestations grossissaient, des pancartes brandies devant le siège d'Air France Luxe, des voix scandant « Justice! Justice !» À l'intérieur, Amara quitta le pupitre, son message délivré. Elle ne cherchait pas les applaudissements, elle cherchait la vérité, et la vérité, comme une rivière, avait trouvé les fissures et s'y engouffrait, emportant tout sur son passage. Plus tard, dans une voiture qui l'emmenait hors de la ville, Amara rencontra sa grand-mère, Viviane Diallo, dans une maison discrète entourée de champs. Viviane, avec ses cheveux argentés et son regard perçant, l'accueillit avec une étreinte chaleureuse.
Tu as fait ce que peu de gens osent, dit-elle, sa voix empreinte de fierté. Tu as secoué le monde. Amara, épuisée mais résolue, répondit. Je ne voulais pas secouer le monde, je voulais juste être entendue. Viviane sourit. Et maintenant, le monde écoute. Dehors, la ville vibrait sous l'impact de l'effondrement d'Air France Luxe. Les chaînes d'information diffusaient en boucle le discours d'Amara, les manifestations se propageaient, d'autres compagnies aériennes annonçaient des audits internes, terrifiées à l'idée d'être les prochaines. Amara, assise sur le porche de la maison de Viviane, regardait les champs s'étendre à l'infini. Elle n'avait pas gagné une bataille. Elle avait déclenché un mouvement. Et tandis que le soleil se levait, elle savait que les fissures qu'elle avait ouvertes continueraient de s'élargir, jusqu'à ce que plus aucun mur ne puisse tenir. La vérité, comme l'avait dit Viviane, était une rivière, et Amara, avec un seul appel, un seul refus de se taire, avait libéré son courant. L'histoire d'Amara Diallo, confrontée à l'injustice à la porte 42, résonne comme un cri de courage face à l'oppression. Ce récit, empreint de rage et de dignité, m'a profondément touché par la force d'une jeune fille qui, malgré l'humiliation, a choisi de se dresser pour défendre sa vérité. En France, où l'égalité est une valeur cardinale, cette histoire nous rappelle que le silence face à l'injustice est une complicité. La leçon que j'en tire est claire. Dans la vie quotidienne, nous devons oser parler, agir et soutenir ceux qui sont injustement traités, même si cela demande du courage. Que ce soit au travail, dans les transports ou en société, chaque geste compte pour bâtir une communauté plus juste. Amara nous enseigne que la vérité, lorsqu'elle est portée avec conviction, peut ébranler des empires. Si cette histoire vous a inspiré, donnez un pouce levé, partagez-la pour amplifier la voix d'Amara et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un commentaire avec « Justice » pour montrer votre soutien. Ensemble, faisons entendre la vérité.